bienvenue dans La Voie de l'Être, le podcast qui vous invite à explorer votre monde intérieur, à la fois émotionnel, énergétique, spirituel et conscient, mais aussi tout ce qui nous relie aux autres, à l'univers, pour reprendre pleinement le pouvoir de notre vie. Je m'appelle Alex Béauchat, je suis psychopraticien, énergéticien et activateur de potentiel par la numérologie stratégique. Au quotidien, je vais accompagner celles et ceux qui traversent des périodes de doute, de flou, de mal-être, qui sont en quête de sens et qui font le choix d'aller à la rencontre d'eux-mêmes. Je les aide à ouvrir un chemin de connaissance d'eux-mêmes, d'apaisement intérieur et de libération de leurs blocages pour permettre une transformation profonde et durable et l'accomplissement de leur être. Pour cette deuxième saison, je vous invite à poursuivre le voyage d'éveil et de réalisation entamé lors de la première saison et de découvrir des clés pour avancer en harmonie avec vous-même, avec les autres et avec l'univers. Si vous n'avez pas encore écouté la première saison, je vous encourage à la découvrir pour enrichir votre chemin. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet qui fait partie de la vie de chacun, le deuil. On en parle beaucoup mais on comprend rarement vraiment. Parce qu'en fait le deuil c'est pas juste être triste après une perte, c'est un bouleversement complet dans la tête, dans le cœur, dans le corps, dans ce qu'on croyait être ou devenir. Et dans cet épisode je vous invite à aller regarder le deuil autrement, à comprendre ce qu'il est réellement, ce qui se passe dans la phase de choc, dans les différentes étapes du deuil, ce qui peut parfois bloquer le processus et comment on peut l'accompagner le plus possible avec justesse, que ce soit au niveau du mental, des émotions, du corps, de l'ego. Et vous verrez aussi que le deuil ne détruit pas seulement, en fait, il révèle, il vient toucher ce que nous avions de plus précieux, mais nous invite aussi, malgré nous, à nous transformer. Alors si vous écoutez ceci, que vous êtes en plein milieu de la tempête deuil, ou si quelqu'un que vous aimez traverse une telle épreuve, respirez parce que vous n'êtes pas seul, et ce chemin, même s'il paraît sombre, en fait, conduit forcément quelque part. Fermez les yeux, ouvrez votre cœur et découvrons ensemble ce qui se cache sur le chemin du deuil. Alors le mot deuil, c'est un mot qui fait souvent peur parce qu'on l'associe spontanément à la mort, au manque, à la souffrance. Et pourtant, en fait, le deuil, c'est bien plus vaste et beaucoup plus universel qu'on peut l'imaginer. Parce que le deuil peut apparaître partout dans notre vie, alors bien sûr lorsqu'on perd quelqu'un de cher qui décède, mais aussi en fait lors d'une rupture amoureuse, lors d'une perte d'emploi ou d'un statut, comme par exemple le passage à la retraite, ou un projet professionnel quand on est en changement, en reconversion, ou encore dans une maladie avec une perte d'une capacité ou d'une autonomie, ou encore une amitié en fait qui prend fin, la perte d'un lieu, d'un repère, d'un cadre de vie, un vieillissement, un renoncement à un rêve, à une part de notre futur qu'on avait pu imaginer. En fait, à chaque fois que la vie nous dit « ça ne sera plus comme avant », et bien quelque part, il y a une forme de deuil derrière. Et chaque transition, en fait, importante va être aussi un deuil. Par exemple, le départ du foyer familial, le passage à la retraite, le passage de l'enfance à l'adolescence, et plus tard de l'adolescence à l'âge adulte, parce que toute étape va demander d'abandonner quelque chose qu'on va laisser derrière soi. Donc en fait, on fait le deuil de ce qu'on ne peut plus retrouver. Alors, ça signifie en rien que quelque chose ne va pas chez nous, parce que le deuil, c'est ni une maladie ni un dysfonctionnement. En fait, c'est une réaction totalement naturelle à la perte. Et tout ce qui se passe en nous quand quelque chose disparaît, que ce soit quelqu'un, un rôle, une situation, un objet, un projet, un rêve, c'est une forme de deuil. Et on peut voir aussi le deuil comme la preuve d'un lien, la trace d'une attache qui existait et de ce qui reste quand la réalité nous arrache tout ce qui comptait pour nous. Donc si on doit faire son deuil, c'est bien que quelque chose ou que quelqu'un a eu de la valeur pour nous à un moment donné, et cette valeur, elle ne s'efface pas avec l'absence ou la perte. Mais alors quand on nous dit « il faut faire ton deuil », qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Faire son deuil déjà, ce n'est pas oublier, c'est pas tourner la page, c'est pas effacer ce qui a compté. Faire son deuil, c'est plutôt apprendre à vivre avec, à reconstruire différemment. Quand il s'agit d'une personne, du coup, ça ne veut pas dire qu'on cesse de l'aimer, ça veut simplement dire qu'on apprend à l'aimer autrement. En fait, si on fait notre deuil, c'est bien parce qu'on a aimé, encore une fois, une personne, un lieu, une situation, une part de nous-mêmes. Donc faire son deuil, ça va être plutôt l'idée de transformer un lien extérieur qui existait en un lien intérieur. C'est pas rompre le lien, au final, c'est changer un peu sa nature.
Et le deuil, en fait, c'est un processus d'adaptation de notre cerveau, de notre cœur, de notre être tout entier à un monde qui a changé quelque part sans nous prévenir, sans notre accord. Faire le deuil, ça va être laisser notre identité se reconstruire autour de la trace de ce qui n'est plus là. C'est jamais un retour à la normale, en fait, c'est une naissance, une nouvelle normalité qu'on doit réapprendre. En fait, le deuil ne va pas nous rendre comme avant, il va plutôt nous rendre comme après, en fait, quelque part. Et si certains deuils, en fait, vont être comme des vagues qui vont effleurer nos pieds, plus ou moins en douceur, et ben d'autres sont de véritables tsunamis qui viennent complètement redessiner tout le paysage intérieur. Donc il faut imaginer que quand la perte de quelque chose ou de quelqu'un arrive, c'est un peu comme si une ligne invisible se traçait dans notre vie. Il y a un avant et un après. Mais à l'intérieur, en fait, c'est bien plus chaotique que ça, et bien plus complexe que juste l'avant-l'après, en fait, parce que le corps, le cerveau, les émotions, notre inconscient, notre ego, chacun va réagir différemment, mais en tout cas avec le même but, c'est nous permettre de tenir debout. Alors ici, je vais légèrement différencier le deuil brutal du deuil, on va dire, anticipé. Dans un deuil brutal, par exemple, un accident, une rupture inattendue, un décès soudain, l'information, elle va arriver trop vite pour être intégrée, du coup notre pensée, elle se brouille et le temps se suspend. En fait, le cerveau va basculer instantanément en mode de survie, l'alarme émotionnelle va s'activer immédiatement, donc l'amygdale, si vous vous souvenez, quand on en avait parlé dans certains épisodes, l'animal va déclencher un raz-de-marée chimique, cortisol, adrénaline, en fait, alerte maximale d'urgence. Et du coup, le mental, lui, décroche parce qu'il ne peut pas comprendre. Le cortex plutôt rationnel, il va se déconnecter momentanément, ce qui peut expliquer des fois l'état de sidération ou l'impression que les choses sont irréelles. En fait, il va activer des réseaux de protection, parfois en dissociant le corps et les émotions, pour amortir le traumatisme. Du coup, on se sent vide, on se sent confus, on se sent comme anesthésié. On entend bien l'information, mais quelque part, elle ne passe pas. On peut se répéter non, c'est pas possible, un peu comme un réflexe vital. Même s'il y a une partie de nous qui, au fond d'elle, sait, il y en a une autre qui refuse d'enregistrer. Un petit peu comme si la réalité frappait à la porte de notre conscience et qu'en fait, personne n'osait ouvrir la porte. Le corps va encaisser, lui, le choc, la gorge se noue, les jambes deviennent en coton, le cœur va s'emballer, on peut être pris de tremblements, de vertiges, de frissons, le souffle se coupe, un petit peu comme si l'air refusait d'entrer. En fait, le corps, il comprend avant nous ce que le cœur et le mental refusent encore de voir, que quelque chose est en train de s'effondrer. Alors les émotions s'accumulent, mais elles restent bloquées. Colère, injustice, panique, tristesse, un peu comme un tsunami dans une bouteille qui serait trop étroite. Alors parfois l'inconscient active une sorte de pare-feu, on passe en pilote automatique. On va organiser, on fait ce qu'il faut, on avance un peu comme un robot. Parce qu'en fait à cet instant, s'effondrer serait trop dangereux. Et souvent, ce deuil va réveiller aussi d'anciens deuils qu'on croyait réglés, la perte actuelle en fait qui va raviver les pertes passées. Moi, je me souviens d'une patiente en fait que j'avais eue qui n'avait pas pleuré à la mort de sa grand-mère. Et en fait, elle s'était effondrée en trouvant dans son jardin un hérisson qui était mort. Alors, bien évidemment, ce n'était pas le hérisson en lui-même qui générait cet effondrement-là, c'était la blessure de toute la souffrance du décès de sa grand-mère qui n'avait jamais pu sortir. Et puis, il y a aussi les deuils anticipés, un peu quand le deuil commence doucement, bien avant la perte réelle, comme une maladie longue ou un départ qui se prépare, comme la retraite qui va annoncer aussi la fin d'un rôle particulier qui est le rôle social professionnel. Et dans ces cas-là, le cerveau il a le temps de voir venir les choses. Les émotions vont monter par vagues, elles se retirent, elles reviennent. Alors c'est loin d'être moins douloureux, mais la chute va être différente. C'est pas comme si on tombait d'une falaise, en fait on descend une pente marche après marche, mais ça dure plus longtemps aussi. On imagine chaque visite médicale, chaque changement dans le quotidien, chaque à bientôt qui peut ressembler à un adieu, on ne sait pas si on verra la personne. En fait, ce sont des petites pertes successives, des sortes de micro-traumatismes, en fait, un cœur qui se prépare sans jamais être vraiment prêt. Et cette attente, elle épuise, parce qu'on veille, on surveille, on retient, et moi, pour l'avoir connu, je peux vous assurer que c'est difficile aussi à vivre. En fait, ça peut entraîner une fatigue chronique, une sorte d'hypervigilance, d'anxiété également, des tensions physiques. Et il arrive parfois, en fait, cette pensée un petit peu lourde, mais pourquoi je souffre déjà alors que la personne est toujours là? Ou pourquoi je suis dans la peur de ce que je vais faire à la retraite alors que je suis encore en train de travailler? C'est un petit peu le paradoxe du deuil anticipé puisqu'on perd avant de perdre.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la perte soit brutale ou anticipée, le mental, lui, il cherche toujours à reprendre et à garder le contrôle. Il a besoin d'une histoire logique, d'une explication qui soit acceptable. Donc il va passer en boucle les souvenirs, il va chercher des raisons, il va tenter de rationaliser, de remettre de l'ordre dans un univers intérieur qui s'effondre complètement, parce que finalement, au final, tant qu'on cherche, on ne ressent pas. Et puis il y a l'ego. L'ego, en fait, lui, déteste perdre. Il va se définir à travers plutôt ce qu'il possède, ce qu'il contrôle et ce qui va le conforter dedans. Donc une rupture ou une perte, ça vient menacer complètement cette construction. Et du coup, il résiste, il se débat, il veut reprendre la place qu'il a perdue. En fait, il refuse complètement la réalité. Dans ce chaos du début, ce choc, chaque partie de nous va réagir finalement à sa manière pour nous protéger. Les émotions vont tenter de libérer maladroitement le trop-plein d'hormones généré par le choc. Le mental, lui, va chercher à mettre du sens pour ne pas s'effondrer. Le corps encaisse l'impact, il fait office un peu de tampon pour limiter les dégâts tout en nous donnant les informations de ce qui vient de se passer. L'inconscient, lui, il filtre pour mettre en sourdine ce qui serait trop pour l'instant. Et puis même si on se sent perdu, il y a une partie de nous, malgré tout, qui continue d'avancer. Et le deuil, il commence là, dans cette manière étrange dont la vie tente encore de nous garder vivants malgré ce qui vient de se passer. Le deuil, au départ, en fait, ce n'est pas une souffrance, c'est une défense, une réaction profondément humaine à l'absurde, à l'inacceptable. Mais en même temps, c'est ainsi que la vie nous dit « je suis encore là ». Quand on parle de deuil, on va souvent imaginer les étapes décrites par Elisabeth Kubler-Ross comme une suite logique, les fameuses étapes du deuil, le choc et le déni, donc le choc on en a un petit peu parlé avant, la colère, le marchandage ou la négociation, la tristesse et puis l'acceptation. Et on imagine souvent que ce deuil c'est un peu comme une série de cases à cocher dans un ordre précis et qu'on croit qu'il faut valider une étape avant de pouvoir passer à la suivante. Tant que je suis dans le déni, je ne peux pas être en colère. Une fois que ma colère est passée, je vais passer au marchandage. Mais en fait, ce n'est jamais une ligne droite, le deuil. C'est plutôt une vague, une spirale, même parfois un labyrinthe. On va avancer, on recule, on tombe, on se relève, on mélange les différentes phases, et tout ça, c'est parfaitement normal. Parce que le chemin du deuil, ce n'est pas une page qui se tourne, c'est une identité qu'il faut réinventer. Et il faut se souvenir d'une chose qui est essentielle, c'est que si la perte, elle est instantanée, et le deuil, lui, va prendre du temps. Quand on perd quelqu'un ou quelque chose d'important, notre cerveau ne comprend pas tout de suite. Les circuits de l'attachement, ceux de la dopamine, de l'ocytocine notamment, vont continuer d'envoyer des signaux vers une présence qui n'existe plus. Alors du coup, le manque va devenir douleur, un petit peu parce que le cerveau cherche ce qui a disparu. De l'extérieur, en fait, la vie continue, mais à l'intérieur, c'est tout un monde qui s'écroule. Et le cerveau doit réécrire sa carte du réel. Et ce travail, il va toucher tout notre être, le mental, les émotions, le corps, l'ego, l'inconscient. Et on va aller voir ce qui se passe en nous étape par étape. Et pour vous accompagner sur ce chemin, je vais vous raconter deux histoires. Donc celle de Clara, 32 ans, qui a été quittée par son compagnon du jour au lendemain. Et puis Marc, 40 ans, qui vient de perdre son père après une longue maladie. Deux vies différentes, deux histoires, mais au final le même séisme intérieur. Alors je vais décrire les étapes les unes après les autres, mais vous gardez bien en tête qu'elles peuvent se superposer, on peut faire des allers-retours entre les deux. Donc la première étape qui est décrite, c'est celle du choc et du déni. Prenons Clara. En fait, quand la rupture survient, Clara va se retrouver complètement dans le flou. Elle comprend sans comprendre. Elle va lire le message qu'elle a reçu, ce SMS, ce message de rupture, encore et encore, et son mental va tenter de rationaliser en disant mais non, mais c'est qu'une pause, en fait on finira peut-être par se retrouver. Je pense que voilà, c'était juste un coup de colère en fait. L'esprit va chercher à repousser la douleur et à maintenir l'illusion que rien n'a changé. Mais dans son corps, dans le corps de Clara, c'est la sidération. Son rythme cardiaque s'accélère, ses jambes tremblent, l'appétit va disparaître, le système nerveux est en alerte. Ses émotions sont comme anesthésiées, elle n'a pas encore de tristesse, seulement un sentiment de vide. Et puis l'ego, lui, va se défendre, il va refuser la réalité parce que accepter la perte reviendrait à admettre une forme d'impuissance. Et à ce moment-là, dans l'inconscient, il y a une peur plus ancienne qui se réveille, celle d'être abandonné et de ne plus être aimé. Marc, de son côté, est tranquillement chez lui quand le téléphone sonne. Il entend la nouvelle du décès de son père sans vraiment l'entendre. Un peu comme si les mots flottaient sans résonner. Le mental se met immédiatement en mode protection, il enchaîne les gestes mécaniques, répond aux appels, s'occupe des formalités, en fait tout pour ne pas sentir.
Le corps, lui, va se figer, la gorge se serre, la respiration devient plus courte, les émotions semblent un peu comme suspendues, c'est la sidération. L'ego qui croit maîtriser la situation dit « je dois rester fort ». Il appelle donc ses proches, il répond aux messages de condoléances, mais en fait il ne ressent rien. Un peu comme s'il observait sa vie de l'extérieur. Et dans l'inconscient, le temps s'arrête. L'enfant intérieur, celui qui a toujours cherché l'amour et la sécurité de son père, ne comprend pas ce vide soudain. Du coup, les jours suivants, Marc va agir un peu comme si son père allait revenir. Il s'attend à entendre sa voix au téléphone, à croiser son regard sur une vieille photo. Et le mental lui refuse complètement la réalité. Il va la fragmenter pour la rendre supportable par petites doses. Le corps va ressentir des flots de sensations contradictoires, des tremblements, des nausées, des fatigues inexpliquées. L'ego lui maintient l'idée que tout va bien et il se raccroche à la maîtrise, au rôle de l'adulte rationnel. Je suis un adulte donc je vais forcément bien, c'était prévu, je suis prêt. Mais l'inconscient lui continue d'appeler son père en silence et il ne parvient pas encore à intégrer que c'est la fin. À cette étape, l'amygdale va stimuler la sécrétion d'adrénaline et de cortisol pour préparer le corps à faire face au choc. Le mental va du coup se déconnecter pour protéger d'un traumatisme trop violent, et certaines zones du cerveau, comme le cortex préfrontal, peuvent partiellement être inhibées, ce qui va potentiellement brouiller la prise de décision et la perception du réel. Du coup, les émotions de leur côté vont disparaître ou au contraire vont être débordantes. En fait, on flotte, on ne réalise pas, et l'ego du coup refuse la réalité. Il faut bien garder en tête que ce déni n'est pas un mensonge. C'est une forme de pansement qui dose la réalité par petites gouttes pour lui laisser le temps de s'installer en nous sans nous briser et ne pas nous écrouler d'un seul coup. On pourrait presque dire que c'est une sorte d'airbag émotionnel. Étape suivante, la colère. Quand le choc va se fissurer, la réalité va commencer à rentrer, à s'infiltrer, et ce qui était gelé va se mettre à bouger, parfois un peu même brutalement. Un peu comme si l'énergie qui était enfermée depuis l'annonce de la perte remontait comme une vague pressurisée. Alors du coup, la colère surgit, une colère qui ne demande pas la permission, une colère qui est parfois dirigée vers les proches, vers la vie, et parfois contre soi-même aussi. Au niveau du cerveau, c'est un véritable orage. L'amygdale, ce petit détecteur d'alerte, se met à hurler « Injustice, menace, c'est inacceptable !» Du coup, la dopamine, qui est l'hormone liée à la frustration et à la motivation, va s'emballer, le cortisol et l'adrénaline inondent le corps. Résultat, le rythme cardiaque s'accélère, on a des tensions dans les muscles, la respiration est poussée à son maximum. Le cortex préfrontal, celui qui aide à réfléchir avec recul et à peser les mots, il passe au second plan, alors on réagit vite, trop vite, et des fois de façon impulsive, on explose, on accuse, on se débat. Le mental va se mettre à tourner en boucle. Le corps devient une sorte de cocotte minute, il va tenter d'évacuer comme il peut ce trop plein d'hormones accumulées. Et l'ego, lui, va chercher un coupable pour y diriger sa colère et ne pas se sentir impuissant face à tout ce qui arrive. Et Clara, elle en est là. Elle en veut à son ex, à elle-même, au monde entier. Elle hurle dans sa voiture, elle envoie des messages impulsifs, elle jette un cadre photo où ils étaient tous les deux. Ses pensées ne s'arrêtent pas, mais comment est-ce qu'il a pu me faire ça? J'ai tout donné, c'est inadmissible. Son corps va se crisper, ses mâchoires sont serrées, son ventre est noué, elle a la respiration qui brûle. L'ego cherche à se protéger en rejetant la faute à l'extérieur, et en fait, il veut trouver sa dignité blessée. Et les émotions, elles brûlent autant qu'elles libèrent. La colère l'aide à tenir debout parce qu'au fond, c'est encore une forme d'amour qui refuse de mourir. Marc, lui, de son côté, il va se battre contre l'inacceptable. Non, son père n'avait pas à partir maintenant, non, ce n'était pas le bon moment. Il ressasse, mais pourquoi lui, pourquoi maintenant? J'aurais dû être plus présent, j'aurais dû annuler mes réunions, j'aurais dû venir, j'aurais pas dû partir en vacances. Son cœur cogne dans sa poitrine, son dos se bloque, il sent comme une peur qu'il n'ose pas regarder, mais qui suis-je sans mon père? Et la colère, elle vient protéger son identité qui vacille, parce que perdre un parent, c'est voir une part de soi disparaître avec lui. Quelque part, moi je me souviens, quand j'ai perdu ma mère, il y a plus de 20 ans, je me suis dit, mais je ne suis plus le petite personne. Et voilà en fait ce que ça vient réveiller. La colère, elle va révéler souvent ce qu'on veut cacher, les besoins non entendus, les blessures anciennes, la peur d'être seul, de ne plus être aimé, d'avoir perdu ses repères, et pourtant c'est elle qui met du mouvement dans ce qui était figé avant. C'est le cerveau qui crie « je refuse que tout s'écroule sans rien faire ». Mais si jamais cette colère reste enfermée, si on s'interdit, parce que la colère des fois n'a pas bonne presse, et si elle n'a pas le droit de sortir, alors elle va se transformer en armure.
Elle va s'imprimer dans le dos, dans la nuque, dans l'estomac, dans la gorge. Elle va devenir un poids qu'on porte sans savoir comment s'en libérer, parce que la colère ne disparaît jamais, soit elle s'exprime, soit elle s'enfouit dans le corps. Mais dans tout ce tumulte, il y a une vérité qui est essentielle, c'est que la colère, c'est pas un problème à régler, c'est une étape de la guérison, un passage du choc vers la résilience. C'est une étape qui est importante. Étape suivante, le marchandage, la négociation. Là, le cerveau, il va tenter une négociation avec la réalité, un petit peu pour éviter que la douleur arrive. Pour le mental, c'est un peu le moment des « et si ». Et si j'avais fait autrement, si je perdais du poids et qu'il revenait, si je changeais. Alors on négocie avec la vie, avec soi-même, avec l'impossible. Le mental va tenter de remettre de la logique là où l'émotion domine. En fait, il cherche à se réorganiser, un petit peu comme une sorte de dialogue intérieur pour réduire la souffrance et retrouver une forme de cohérence. Il va tenter de réécrire l'histoire, c'est un petit peu le dernier effort pour garder le passé en vie. Clara, de son côté, se promet d'être parfaite. Elle imagine qu'il reviendra si elle change tout ce qu'elle est. En faisant ça, elle retarde l'inévitable. Marc, lui, va refaire le trajet des traitements, des diagnostics. Il s'accuse d'avoir raté quelque chose, comme si culpabiliser pouvait faire revenir son père. La négociation, c'est comme une porte. Elle garde encore un pied dans le passé, mais elle tremble à l'idée d'entrer dans le futur. C'est un peu la dernière tentative pour que la réalité cesse d'être réelle. Le corps, lui, en fait, il va entrer en alternance entre tension et apaisement, et ça va signifier une sorte de va-et-vient entre finalement l'acceptation et la résistance. L'ego, lui, continue de s'accrocher parce qu'il veut sauver au moins une partie de ce qu'il était. Cette étape, c'est un peu la dernière main tendue au passé, l'illusion qu'on contrôle encore quelque chose. Et puis un jour, la vérité ne frappe plus, elle traverse le corps. C'est l'étape suivante, si on peut dire suivante, qui est la tristesse. Quand la colère s'essouffle, la tristesse arrive, pas en criant, mais en s'effondrant. Le mental, en fait, arrête de se battre contre la réalité. Ça y est, cette fois, c'est vraiment fini. Les souvenirs affluent, chaque image du passé devient douce et déchirante à la fois. Dans le cerveau, il y a une sorte de tournant qui s'opère. L'hippocampe, qui est la mémoire émotionnelle, va raviver les souvenirs, même parfois en boucle. La dopamine va se mettre à chuter, du coup on n'a plus goût à rien, plus rien n'a de sens. Et la sérotonine, elle baisse aussi, qui entraîne une fatigue, une forme de repli sur soi, des nuits potentiellement un petit peu hachées. C'est un peu comme si l'esprit disait « je dois sentir ce que j'ai perdu pour commencer à guérir ». Le corps, lui, devient lourd, un peu comme si chaque pas coûtait une énergie immense. Douleur, lassitude, envie de dormir tout le temps, il se met en mode réparation. Les émotions vont couler, les larmes deviennent un langage, elles disent ce que les mots ne savent pas traduire encore. L'ego n'a plus la force de lutter, il finit par se rendre, il reconnaît la douleur et il lui ouvre la porte. Et dans l'inconscient, quelque chose commence à se réorganiser. Les rêves reviennent de façon symbolique, la mémoire affective se recompose autrement. Parce qu'en fait, on ne perd pas l'amour, on perd la forme que prenait la présence. Du côté de Clara, un soir, elle range les photos et tout s'écroule. Elle se met à pleurer longtemps, sans mots, juste une sorte de chute intérieure. Une forte prise de conscience, il ne reviendra pas. Et elle découvre la profondeur du manque et aussi le début d'un retour à elle-même. Marc, lui, s'assoit sur le lit de son père, là où l'odeur est encore là. Et la tristesse ouvre la porte que la colère tenait fermée. Dans son inconscient, l'enfant comprend doucement, l'amour de son père ne disparaît pas avec son corps. Le moment de la tristesse, c'est pas la fin, c'est le moment où le cœur rejoint le cerveau dans sa vérité. Ce stade, en fait, il est souvent vécu comme le plus douloureux parce qu'en fait, il est aussi le plus vrai, parce que c'est celui où on touche la profondeur du lien et qu'on découvre qu'il ne s'efface pas. Et ici, il y en a certains qui restent coincés dans cette étape-là, soit en s'isolant, en perdant du sens. C'est là que la dépression peut s'installer ou que les ruminations sans fin peuvent arriver. On croit que la douleur va durer toujours, alors qu'en réalité, la tristesse ne demande pas de mourir avec ce qu'on a perdu. Cette étape, au final, vient préparer le renouveau. Un peu comme si c'était la nuit d'où renaissait le matin. Et puis, après cette étape, un jour, sans prévenir, on respire un peu plus librement. Alors, pas parce que la douleur est partie, mais parce qu'elle n'étouffe plus tout le reste.
Le cerveau va se réorganiser grâce à la plasticité neuronale qui va créer une nouvelle connexion. La sérotonine remonte, donc du coup les émotions retrouvent un équilibre. La dopamine revient et avec elle l'élan vital qui se reconstruit. Les circuits du lien social et du plaisir se rallument et la vie recommence à avoir une saveur. Alors, ce n'est pas encore aller bien, c'est aller avec. C'est accueillir ce nouveau monde même s'il manque quelqu'un ou quelque chose. Le corps va se remettre en mouvement, le sommeil s'apaise, l'énergie revient doucement. Le cœur bat encore, il bat quelque part pour l'avenir. Les émotions, elles commencent à respirer un peu mieux. La tristesse est là, certes, mais elle ne ferme plus la porte à la joie. On ne se noie plus dans ses larmes. L'ego apprend une leçon d'humilité et de liberté. Il peut continuer à vivre sans s'accrocher à la présence physique. Du coup, il s'apaise, il est moins centré sur la possession et beaucoup plus ouvert à la transformation. Et l'inconscient lui reprogramme doucement ses repères. Il apprend à vivre sans cette présence devenue absence, il réécrit le lien. Ce qui était présence devient une mémoire vivante et l'attachement se fait beaucoup plus intérieur. C'est la phase d'acceptation. Clara commence à rire, parfois sans s'en rendre compte. Elle se projette, elle recommence à choisir l'avenir. Elle dit désormais c'était et non plus c'est. Sa respiration s'ouvre, son corps retrouve de la vitalité, sa douleur devient une part d'elle, mais plus un fardeau comme avant. Elle comprend qu'elle n'a pas échoué dans sa relation, elle a aimé. Et le deuil n'est pas une punition, mais un passage qui l'a fait grandir. D'ailleurs, un jour, en sortant du cinéma, elle réalise « mais je n'ai pas pensé à lui depuis 1 heure ». C'est pas l'oubli, c'est la guérison qui s'installe. Marc, lui, peut commencer à penser à son père sans que son cœur saigne. Les pensées se tournent vers ce qui reste, pas seulement vers ce qui manque. Son corps se détend, les épaules se relâchent, la respiration va retrouver son rythme. La gratitude prend la place de la douleur et il découvre comment on peut continuer à vivre sans s'accrocher à la présence physique. Dans son inconscient, son père devient un guide intérieur, il va vivre à travers ce que Marc va incarner de lui, ses valeurs, ses gestes. Marc va cuisiner la recette préférée de son père, il sourit, la mémoire ne le pique plus, en fait elle le relie à son père. L'acceptation, ce n'est pas de l'oubli. C'est plutôt d'apprivoiser l'absence, c'est de cesser de se battre contre la réalité. C'est de dire j'étais avec, je suis sans et je peux continuer d'exister. Le cerveau ouvre d'autres chemins, le cœur redevient disponible, le corps retrouve son élan, on aime encore, mais autrement. Ce qui est important à retenir dans ces étapes, c'est que le deuil n'est pas un escalier qu'on grimpe étape par étape. C'est une danse, parfois un chaos, parfois un retour en arrière. On peut vivre plusieurs phases en même temps, on peut revenir dans une étape qu'on croyait avoir dépassée. Tout ça, c'est pas un signe d'échec, c'est le signe que vous êtes vivant. Retenez bien aussi que chaque deuil est unique, mais qu'aucun n'est une faiblesse. Parce qu'à travers la perte, on apprend ce que notre cœur est capable de contenir. Le deuil n'est pas l'effacement de l'histoire, c'est la transformation du lien. Il ne nous réduit pas, il nous dépouille de l'illusion de permanence. En fait, il nous ramène à l'essentiel et peut-être même au bout de ce chemin difficile, à la découverte que l'amour ne disparaît jamais, mais qu'il change simplement de forme, il devient intérieur. Alors dans un monde idéal, le deuil avancerait avec le temps, par vagues, par souffle, et petit à petit on retrouverait de l'espace en soi. Sauf que parfois, quelque chose se fige. On va rester coincé dans la colère, ou dans le déni, ou bien dans une tristesse qui n'en finit plus. Et c'est jamais parce qu'on ne veut pas aller mieux, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose à protéger. On croit souvent que le deuil c'est une route droite, une étape, puis la suivante, puis encore une autre jusqu'à la paix, mais en fait ce n'est pas ça. Le deuil c'est une matière vivante quelque part, parfois fluide comme un ruisseau, mais parfois figée comme un lac gelé. Et quand ça bloque, c'est pas un manque de courage, c'est juste qu'à un endroit de soi, avancer fait encore trop peur. Et il y a beaucoup de raisons à ça et on va essayer d'en aborder quelques-unes. Alors déjà, ça peut être des émotions qui sont trop fortes pour être vécues. Quand la douleur va dépasser ce que le cœur et le corps peuvent supporter, le cerveau protège. Il coupe, il anesthésie. C'est une forme de dissociation, un peu comme si on regardait sa propre vie à travers une vitre embuée ou comme si on l'observait de dessus. On continue d'agir, mais on ne sait plus vraiment ressentir. Et c'est quelque part son rôle, éviter l'effondrement. C'est comme une forme de disjonction émotionnelle qui va nous garder debout. Vous avez d'ailleurs sans doute déjà connu cette sensation quand quelque chose est trop lourd à accepter. L'émotion est très forte et d'un seul coup, plus rien. Il n'y a plus de larmes, plus de colère, juste une sensation de vide. Sauf qu'une émotion qu'on met de côté,
qu'on n'apprend pas, qu'on n'accueille pas, qu'on n'écoute pas, elle ne disparaît jamais. Souvenez-vous, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime dans le corps qui se tend, dans le sommeil qui se dérègle, dans les cauchemars qui reviennent taper à la porte. Dehors, en fait, tout semble tenir, sauf que dedans, la tempête ne fait que se mettre en veille, et cette émotion qui ne s'exprime pas peut bloquer le processus. Et lorsque la perte survient brutalement, c'est encore plus fort. Quand c'est par exemple un accident, quand c'est une annonce inattendue, une rupture brutale sans explication, alors le cerveau peut basculer complètement en mode survie, il va couper l'émotion complètement pour gérer l'urgence, il devient fonctionnel, automatique, on remplit des papiers, on prévient les proches, mais à l'intérieur, en fait, tout s'est gelé. Et tant que le système nerveux n'a pas retrouvé un minimum de sécurité, le deuil ne peut pas commencer. Et il va attendre en silence, dans les coulisses, parce que pour ressentir la douleur, il faut d'abord être sûr de pouvoir survivre à ce qu'elle fera remonter. Et puis autre forme de blocage, les croyances qui vont nous freiner. Vous savez, ces petites phrases qui tournent dans la tête. Oui, mais si j'avance, si je vais mieux, c'est que je l'oublie. Si je ris, en fait, c'est que si je suis trop heureux, c'est que je trahis en fait sa mémoire. Être triste, c'est montrer que je tenais en fait à ce travail. Toutes ces petites phrases, en fait, elles vont coincer le processus du deuil et en fait, elles mettent des chaînes. Elles vous font croire qu'avancer, c'est trahir, alors qu'en réalité, avancer, c'est honorer. C'est continuer à faire vivre le lien, simplement autrement. Sauf que beaucoup d'entre nous ont appris l'inverse, soit parce que la culture, la religion, la famille ont dessiné pour nous ce que devait être un vrai deuil. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme devait porter le noir pendant 1 an à la suite du décès de son mari. Un petit peu comme si une règle pouvait décider de la durée de son chagrin. Et encore aujourd'hui, on va entendre « Sois fort, allez, tourne la page ». Ah, c'est bon, ça va passer, la vie doit continuer comme avant. Sauf qu'en fait, aller trop vite, c'est passer à côté du cœur du travail. Ça va couper l'accès à la douleur nécessaire pour guérir vraiment, parce qu'en fait, le deuil n'a pas de calendrier, pas de mode d'emploi. Il a simplement besoin de temps, de lenteur, de douceur et de bienveillance. Et puis, dans la vie, il y a certains deuils que tout le monde comprend, qui sont, entre guillemets, légitimes, comme perdre un conjoint, un parent, un enfant. Et la douleur, là, du coup, elle va être reconnue, elle est quelque part autorisée. Et puis il y a les autres, ces deuils un petit peu silencieux, invisibles, sont ceux dont personne ne parle vraiment ou qui sont minimisés, comme une amitié qui vient s'effondrer d'un coup, un animal qui faisait partie de la famille qui a disparu, une fausse couche parfois qui n'a même pas été annoncée, un rêve professionnel qu'on doit abandonner, une entreprise, un projet, une passion qui s'éteint. Et quand la société vous répond « ça va passer, tu t'en remettras », il y en a d'autres, un perdu 10 de retrouver, ce n'était qu'un chat. Le cœur, lui, entend « ta peine ne compte pas, tu n'as pas le droit d'être triste pour ça ». Et ce qui n'a pas le droit d'être ressenti, ça reste bloqué, c'est impossible à digérer et donc impossible à guérir. Et puis, dans les autres blocages, il y a aussi le rythme imposé par le monde autour de nous, parce que la société n'aime pas ce qui est lent, et elle est mal à l'aise devant les larmes, le silence et la vulnérabilité. Alors on nous dit « tourne la page, tu devrais passer à autre chose, allez sors, ça ira mieux, change-toi les idées ». Le message qu'on peut ressentir dans ces moments-là, ça peut être « ta souffrance nous gêne, cache-la ». Alors pour être accepté, on fait semblant, on avale nos émotions, on les range bien au fond, on se force quelque part à aller bien, sauf qu'à l'intérieur, ça reste noué, un petit peu comme un chagrin qui n'a jamais eu la place de respirer. Le deuil, en fait, ne suit pas le tempo du monde, il a besoin, encore une fois, de temps et de douceur, et parfois juste de pouvoir exister sans être jugé. Et puis dans les moments de deuil, beaucoup endossent un costume invisible. Je dois tenir pour les enfants. Faut que je reprenne le travail. Je peux pas laisser mes collègues gérer tout seul. Non, je veux pas devenir un poids pour les autres. Alors on fait comme si, on sourit à l'extérieur pendant qu'à l'intérieur tout s'effondre. C'est le masque fonctionnel, on avance, on organise, on gère, mais en fait chaque nuit la douleur réclame son dû, elle se rappelle à nous, alors ce rôle l'y protège bien sûr, il donne l'illusion de tenir debout, sauf qu'il étouffe aussi tout le chagrin qui est nécessaire, il va renfermer l'émotion derrière des murs silencieux, et le deuil, lui, il attend qu'on ose déposer le masque pour le laisser respirer à nouveau et exprimer sa vérité. Et puis autre forme de blocage, la culpabilité. La culpabilité, en fait, c'est une émotion qui peut être assez fréquente dans le deuil, et elle prend souvent la forme d'une petite voix intérieure qui vous murmure « j'aurais dû faire plus, si seulement j'avais su, ou je n'ai pas été à la hauteur ». Alors on se reproche des choses qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites.
On réécrit le passé avec l'idée qu'on aurait pu changer le cours des événements, et ça c'est terriblement douloureux parce qu'en fait on sait qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Et puis parfois la culpabilité elle se cache aussi derrière un sentiment qui n'est pas toujours facile à avouer, c'est le soulagement. Quand une maladie a été longue, quand la souffrance a été intense, et ben se sentir soulagé que la personne soit décédée, ben c'est totalement humain. Sauf qu'il y a cette petite voix qui arrive et qui dit oui mais si je vais mieux, si je me sens soulagé, c'est que j'aimais pas assez la personne. Alors du coup, ben on se punit. On se refuse le droit d'aller mieux, un petit peu comme si souffrir c'était la dernière façon de montrer son amour, un peu comme si notre douleur devait être le seul lien qui devait rester vivant. Le problème c'est que cette fidélité-là, elle enferme, elle empêche la vie de circuler à nouveau. Alors, pour s'en libérer, la première étape c'est d'oser en parler, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, même si ça peut déranger, même si on a honte, puis peu à peu en fait d'apprendre à se pardonner. Parce que oui, aimer n'a jamais voulu dire se condamner à souffrir. La culpabilité, elle fait partie du chemin, mais ce n'est pas une destination. On peut la traverser et continuer à avancer sans jamais trahir la personne aimée. Au contraire, c'est même une façon de lui rester fidèle. Et puis dans certains deuils, ce n'est pas seulement l'autre qui disparaît, c'est une partie de nous. Parce que certaines relations sont fondatrices comme un partenaire qui fait qu'on se sent choisi, aimé, ou un enfant qui fait qu'on était parents, on avait un rôle de protecteur, ou un travail qui nous donnait une place, une reconnaissance, un sens. Et la question qui surgit au moment du deuil, c'est mais qui suis-je maintenant? Parce que perdre quelqu'un ou quelque chose, c'est pas seulement dire adieu à une présence, c'est perdre une version de soi qui existait grâce à cette relation. L'ego, lui, il s'accroche parce qu'il veut retrouver l'ancien monde, l'ancienne identité, et il ne veut pas disparaître avec ce qui a été perdu. En fait, on ne pleure pas seulement l'autre, on pleure le soi d'avant, et tant que la nouvelle identité n'a pas émergé, ben le deuil reste quelque part suspendu, un petit peu comme une mue qui n'ose pas s'ouvrir, une peau qui est prête à partir mais qui ne part pas. Et puis parfois, la douleur est aussi aggravée par tout ce qui n'a pas pu être dit dans la relation. Des secrets, des non-dits, des mots qui sont restés coincés dans la gorge, des excuses jamais reçues, des pardons qui n'ont jamais été donnés. Et du coup, la relation continue, mais dans la tête. On rejoue les scènes, on refait le passé, on se bat comme une porte désormais complètement verrouillée. Et tant que cette partie de nous nous dit ce n'est pas terminé, eh ben le deuil ne peut pas se déposer. La colère, la culpabilité, les regrets vont figer le processus. Le cœur, lui, veut avancer, mais le mental, il tient la laisse parce qu'il a des choses à régler avant de pouvoir continuer à avancer. Et puis, il faut savoir aussi que chaque deuil porte celui d'hier, que chaque nouvelle perte fait remonter les pertes oubliées, les blessures anciennes qui se réveillent. Et quand l'histoire se répète, eh ben, le cerveau ne fait plus la différence entre le passé et le présent. Il va additionner les abandons, les ruptures, les douleurs, un peu comme Clara qui avait été quittée brutalement par son compagnon. Elle a ressenti à nouveau l'abandon de son père le jour où il est parti quand elle avait 8 ans et que ses parents ont divorcé. Du coup, ce n'est plus un seul deuil, ce sont tous les deuils en même temps à faire. Et le système nerveux, du coup, se retrouve en double charge émotionnelle. Donc l'ego va mettre une armure pour protéger, il va bloquer, il contrôle, il fuit. Sauf que ce qui protège, ça empêche aussi de guérir. Et puis parfois, ce qui peut rendre le deuil difficile, c'est qu'on fait ce deuil en silence. Parce qu'on se dit, je veux pas déranger ou je dois m'en sortir seul. Les autres ont déjà leurs propres soucis, alors du coup on se retire, on se tait. Dehors, tout semble normal, sauf que dedans, la douleur, elle tourne en boucle, parce que le lien, en fait, va aider le deuil à se transformer, alors que le silence, lui, va enfermer. Rien ne nous emprisonne autant que ce qu'on ne peut pas dire, quand personne ne va entendre votre peine, quand elle se met à résonner uniquement à l'intérieur. Et le deuil, du coup, au lieu de circuler et d'avancer, il s'installe, il se durcit, un petit peu comme une pierre au milieu de la poitrine. En fait, le partage ne fait pas disparaître la douleur, mais ça lui permet de bouger, de respirer et de ne plus être porté seul. En gros, en résumé, si aujourd'hui vous avez l'impression d'être bloqué dans une étape du deuil, c'est pas parce que vous ne voulez pas avancer. Ce n'est pas un manque de courage, ce n'est pas non plus un échec. C'est juste qu'une partie de vous, une partie encore fragile, encore blessée, a besoin d'être protégée. Et cette part-là, elle mérite de la douceur, pas de la honte. Elle ne dit pas je refuse d'avancer, elle dit simplement j'ai peur de tomber si je fais un pas de plus. Parce que le deuil va toucher au cœur même de ce que nous sommes, c'est-à-dire notre identité, nos souvenirs, nos liens les plus profonds. Alors le cerveau, il ouvre la porte de la douleur que lorsqu'il sent qu'il a assez de sécurité pour la traverser.
Donc on va se bloquer quand c'est trop douloureux à sentir, quand c'est trop flou à comprendre, quand c'est trop tôt pour le corps, quand c'est trop lourd à porter seul. Et chaque blocage, c'est un mécanisme de survie qui dit je reviendrai quand je serai prêt. Donc si vous vous sentez figé, rappelez-vous ceci, bloquer parfois c'est simplement se protéger en attendant d'être prêt à revivre. Et ça, c'est déjà quelque part un acte de vie. Alors maintenant, comment accompagner la transformation après un deuil, sur le chemin d'un deuil? Parce que quand le deuil arrive, il ne touche pas qu'une partie de nous, il vient tout bousculer. Nos pensées, nos sensations, nos habitudes, notre identité. C'est un tremblement intérieur. Et le chemin vers la transformation, c'est un chemin quelque part à 4 voies, mental, émotion, corps, ego, et ces 4 forces que nous devons accompagner. Pas pour avancer plus vite, pas pour redevenir comme avant, mais simplement pour ouvrir la porte de la transformation, parce que oui, le deuil nous emmène ailleurs, là où quelque chose d'autre se réinvente. Alors voyons un petit peu le mental. Après un choc, le cerveau, comme on l'a vu, perd ses repères, les circuits d'avant ne peuvent plus fonctionner après parce que la carte du monde est devenue illisible. Alors le mental essaye de se protéger comme il peut, en coupant tout, en évitant ce qui fait mal ou au contraire en ruminant sans fin, et c'est souvent là que nos croyances limitantes remontent en force. Si je ris, je le trahis, je peux pas être heureux, je dois tenir, je dois m'en sortir seul. Donc accompagner le mental, c'est l'aider à réorganiser la carte intérieure, à remettre du sens où il n'y en a plus, à créer de nouveaux chemins et réorganiser la carte intérieure avec toutes les nouvelles données. Et ce qui va l'aider concrètement, ça va être de nommer ce qui se passe, de raconter, de redire, d'écrire, de redire encore, parce que le cerveau a besoin de mettre des mots pour accepter la réalité de la perte. Et plus on met en mots, plus on en prend conscience de cette nouvelle réalité, plus le cerveau reprogramme dans sa mémoire et crée de nouveaux circuits selon le principe de la neuroplasticité. Pour apaiser la rumination, il faut revenir à l'instant présent, méditer, être dans la pleine conscience, respirer, parce que le mental ne sait pas être à l'instant présent, donc ça va automatiquement le calmer. Il faut aussi recontacter la réalité par petites touches, aller sur un lieu qui nous rappelle des souvenirs, voir une photo, à son rythme sans se forcer, pour réapprendre le monde pas à pas avec cette nouvelle configuration. Et puis transformer les croyances qui nous enferment, c'est-à-dire les repérer, les questionner, les modifier, et ça c'est déjà ouvrir une porte au changement. Ici je vous invite à aller écouter ou réécouter l'épisode sur les croyances limitantes. Et puis il faut aussi redonner du sens, alors, que ce soit par la création, par la spiritualité, par la religion, l'engagement, les intentions, en fait tous ces petits actes qui doucement vont permettre au cerveau de réassocier la vie à du plaisir, à de la joie, à du nouveau. Mais encore une fois, ça peut être la religion qui vous aide à mettre du sens sur ce que vous vivez. Et chaque fois qu'on se dit je fais du mieux que je peux, et ben le mental se détend et il laisse un peu plus de place à la vie. Et puis dans cette transformation, il faut aider aussi les émotions, les laisser circuler. Les émotions du deuil, souvenez-vous, elles arrivent comme des vagues sans prévenir, jamais au bon moment, pas toujours comme on le voudrait, ni quand on le voudrait. Mais en fait, elles ne sont pas le problème, elles sont plutôt une solution biologique pour traverser la perte. Et chacune a d'ailleurs un message précieux à livrer. La tristesse, par exemple, dit j'ai aimé, et elle aide à accepter la réalité, et pour autant elle a besoin en tout cas de larmes pour circuler. La colère, elle va dire c'est pas juste, elle va nous protéger du vide, elle met des limites, même si on aimait la personne. La culpabilité, elle dit j'aurais voulu faire autrement. Elle va chercher du sens, elle essaye de réparer l'irréparable. La peur dit mais comment je vais vivre maintenant? Et en fait, elle signale un besoin de sécurité et d'avoir de nouveaux repères. Et le soulagement, parfois, il dit la souffrance s'arrête enfin, et ça c'est normal, c'est humain, et il n'y a aucune honte à avoir. Et puis deux vérités peuvent cohabiter, on peut aussi aimer profondément et en vouloir terriblement à une personne. Ça n'enlève rien, la colère n'enlève rien à l'amour. En fait, ce qui va aider, ça va être de s'autoriser à pleurer, à trembler, à crier, en fait d'accueillir pleinement les émotions, de respirer avec l'émotion au lieu de la fuir, de l'exprimer autrement, peut-être par l'écriture, la musique, le mouvement, la danse, de parler à quelqu'un qui peut l'accueillir sans la juger. L'idée, c'est d'inviter et d'accueillir une émotion à la fois, un peu comme une invitée, on lui laisse dire ce qu'elle a à dire, et quand elle a parlé, on la laisse repartir. S'autoriser en fait à ressentir, c'est pas une faiblesse, c'est au contraire un acte de courage, et c'est surtout une des portes les plus directes vers la guérison. Et puis dans le deuil, il n'y a pas que le cœur qui souffre, le corps aussi encaisse le choc. La gorge qui se serre, les épaules qui se verrouillent, le souffle qui
qui devient suspendu, l'énergie qui chute, le sommeil qui est perturbé. En fait, si on n'aide pas le corps à évacuer, il finit par imprimer la douleur dans les muscles, dans le ventre, dans le sommeil. Le corps porte ce que le mental ne peut pas encore dire, il est le réceptacle des émotions et le premier à savoir comment les libérer. Et pour ça, il suffit de l'aider un peu, donc en bougeant, juste pour ressentir, marcher, danser, nager, s'étirer, chanter, respirer lentement pour signaler au cerveau qu'on est bien vivant, pleurer sans s'excuser, parce que les larmes vont évacuer les hormones de stress, dormir, manger, s'hydrater correctement pour soutenir le corps dans son énergie, entrer en contact avec la nature en touchant la matière, les arbres, la terre, en ressentant le vent, la pluie, le soleil, pour repasser par des sensations corporelles. En fait, tous ces gestes, ils vont relancer la dopamine, la sérotonine et limiter l'apathie qui vont coller au deuil. Parce que le mouvement, même minuscule, c'est la vie qui recommence à circuler. Donc aider son corps, c'est dire à son cerveau, je suis vivant, tu peux me laisser respirer. Et puis le quatrième pilier, dont on parle depuis tout à l'heure sur l'ego, le deuil, en fait, comme on le disait, nous fait perdre quelqu'un, quelque chose, mais aussi une autre version, une version de nous-mêmes. On se demande, mais qui suis-je sans elle, sans lui, sans ce travail, sans cet avenir-là? On perd un futur imaginé, un rôle, une histoire, un sens. Et c'est comme une mue identitaire, une peau qui tombe, une version de soi qui disparaît. Alors l'ego du coup forcément résiste parce qu'il a peur de ne plus exister du tout et il va donc falloir l'aider à avancer doucement vers je ne suis plus la même personne mais c'est ok. Et ce qui va l'aider, ça va être de revenir à ses valeurs profondes, donc retrouver ce qui nous anime vraiment, ce qui reste quand tout s'écroule, d'oser faire des micro-projets qui vont nous redonner un petit peu un cap, comme se remettre à une passion, organiser une rencontre, faire un mini-voyage, des petites choses mais des petites choses vivantes. Et puis se parler aussi avec compassion, se dire je suis là pour moi, je fais du mieux que je peux, accepter que l'on pleure aussi une part de soi. L'ego ne meurt pas, en fait il va grandir autrement. Et puis au-delà de tout ça, dans ce qui va aider, c'est le soutien social, un lien qui transforme. Dans le deuil, le pire ennemi, c'est l'isolement. Par contre, quand quelqu'un nous prend dans ses bras, quand une main serre la nôtre, le cerveau va libérer de l'ocytocine, une hormone qui va apaiser la peur, la douleur et le flot émotionnel. Et des fois, un seul regard qui dit je suis là, ça vaut 1000 solutions et 1000 paroles. En fait, l'idée c'est de chercher des présences qui accueillent, pas des présences qui jugent. On n'a pas besoin de mots parfaits, mais juste de présences réelles. Et puis parfois, ce soutien, ça peut aussi être un professionnel parce qu'il n'y a aucune médaille à souffrir seul et se faire aider, c'est aussi se choisir. Et puis dans le deuil, tout compte. Ouvrir les rideaux, répondre à un message, faire une petite marche, sentir une minuscule envie de faire quelque chose. Chaque pas dit au corps et au mental, je suis encore vivant. Alors oui, on célèbre ça, même si ça paraît dérisoire à l'extérieur, à l'intérieur c'est quelque chose de colossal et en plus ça vient renforcer les circuits de la récompense et ça encourage le cerveau à continuer. Autre chose à garder en tête, c'est que le deuil n'est pas une course, ce n'est pas aller mieux vite, c'est se donner du temps pour intégrer l'inacceptable. Donc l'attitude intérieure qu'on a envers nous peut tout changer. L'idée c'est de s'accueillir comme on est là, maintenant. C'est de bannir les je devrais déjà être là, d'arrêter de se juger et apprendre à se parler avec bienveillance. C'est se rappeler qu'on avance déjà juste en respirant, de se protéger aussi de la surcharge et des informations anxiogènes qui viennent rajouter, de reconnaître que c'est normal de ne pas aller bien et de se rappeler que le temps d'intégration est différent pour chacun. Parce que le deuil, ce n'est pas un abandon, c'est une métamorphose. Et pour continuer le lien autrement, c'est pas parce que la présence a changé de forme que le lien doit disparaître, on peut mettre des rituels qui permettent de dire ça continue autrement. Ça peut aider. Par exemple, écrire une lettre quand ça déborde, ou planter un arbre, un rosier, un souvenir vivant en fait de la personne ou de l'objectif, ou d'allumer une bougie à une date qui compte, de garder un objet près du cœur, de créer un espace mémoire dans son jardin. En fait, on honore, mais attention, l'idée n'est pas de retenir. L'idée, c'est de transformer le lien pour le rendre vivable, mais on continue à vivre pour soi et par soi. Donc quand on accompagne le mental, les émotions, le corps, l'ego, du coup la vie elle va trouver son chemin, pas en effaçant ce qui a été, mais plutôt en honorant l'amour qui a été perdu, en laissant renaître tout doucement un amour pour soi-même. Et chaque souffle, chaque larme, chaque geste minuscule va être une victoire, une transformation du deuil. Ce n'est pas oublier, c'est apprendre à vivre avec ce qui reste et aimer ce qui revient. Mais le deuil, contrairement à ce qu'on pense, ne parle pas seulement de ce qu'on a perdu.
il va aussi nous parler de qui nous sommes. Le deuil va être révélateur pour nous. Il va mettre en lumière nos liens, nos valeurs, nos fragilités et nos forces. En fait, on ne pleure pas la disparition en soi, on pleure ce qu'elle représentait. La perte d'un conjoint, c'était se sentir aimé, soutenu, choisi. La perte d'un emploi, c'était avoir cette reconnaissance, cette structure, cette utilité. La perte d'une capacité, eh bien, représente notre perte de liberté, d'autonomie peut-être. La perte d'un rêve, en fait, elle concerne peut-être la personne qu'on pensait devenir. En tout cas, le deuil va révéler nos attachements secrets et c'est pas seulement la personne ou la chose perdue, c'est la place qu'elle occupait en nous. Le deuil va également révéler nos peurs profondes, la peur d'être seul, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'inconnu, de ne pas être assez ou d'être trop. Et ces peurs, elles ne naissent pas avec la perte, elles étaient là en fait silencieuses, sauf que le deuil vient les réveiller. Bonne nouvelle pour enfin pouvoir les voir et les guérir et les travailler. Et puis le deuil révèle aussi notre relation à nous-mêmes. Il va nous confronter à ces questions essentielles. Est-ce que je m'autorise à souffrir ? Est-ce que je demande de l'aide ? Comment est-ce que je prends soin de moi quand tout s'effondre ? Certains vont juger, d'autres vont fuir dans l'action, d'autres encore se sentent coupables de vivre. Et le deuil, il agit un peu comme un miroir, nos mécanismes de défense apparaissent en plein jour. Et au-delà de tout ça, le deuil révèle aussi nos croyances sur la vie, sur l'amour, sur le monde, sur ce qui compte vraiment pour nous. Et il peut secouer notre vision du monde, la fissurer, voire même parfois la briser, mais c'est toujours pour qu'une version plus vraie puisse émerger. Mais au-delà de tout ça, le deuil révèle aussi nos forces. Parce qu'on survit à l'impensable, on pleure et on se relève. Le cœur se brise, mais il continue à battre. La vie s'écroule, mais elle recommence autrement. Le cerveau y crée alors de nouvelles connexions, des nouveaux liens, des nouvelles habitudes, des nouvelles identités. Ce n'est pas la cicatrice qui nous définit, mais la peau qui se reforme autour. Et en fait, cette capacité de transformation qu'on a et qu'on ne soupçonnait pas peut être révélée sur le chemin du deuil. Et puis le deuil, il change aussi notre rapport au temps. Avant, on disait, oui, un jour je le ferai. Et après, on dit, si ça compte, je vais le faire maintenant. Parce que quand on a côtoyé la fin, la mort, on reconnaît mieux le vivant. La vie devient peut-être plus urgente, plus précieuse surtout et plus vibrante. Et c'est là qu'une nouvelle version de soi émerge, en fait, parce que la perte, elle arrache quelque chose et pourtant, quelque chose en nous grandit. Peut-être une autonomie émotionnelle, la confiance en sa capacité de traverser les épreuves, des liens plus authentiques, une quête de sens. Certains vont changer de travail, d'autres déménagent, d'autres s'engagent, créent, transmettent. En fait, c'est pas un nouveau départ, c'est un départ peut-être plus vrai. Et c'est le cadeau caché du deuil, en fait, on ne le choisit jamais, mais lorsqu'on le traverse, il révèle un courage insoupçonné, une profonde humanité, une autre façon d'aimer, une gratitude beaucoup plus fine dans la vie, et parfois une spiritualité réveillée. En fait, on ne redevient pas comme avant, on devient quelqu'un qui aujourd'hui sait plus de choses. Donc le deuil enlève nos armures, il dénoue nos illusions et nous ramène à l'essentiel. Ce qu'on ne veut plus perdre, ce qu'on veut honorer, ce qu'on veut maintenant oser. Parce que oui, le deuil c'est une destruction en soi quelque part, mais c'est aussi un point d'origine. On ne redevient pas avant, on devient après, et ce qu'on perd nous réinvente. Au final, et si le deuil n'était pas une fin, mais simplement un passage. Tout comme vous, des deuils, j'en ai connu. Que ce soit la perte de mes parents, des séparations sentimentales, des pertes au niveau de la santé, des ruptures professionnelles, des rêves qui se sont effondrés. Et c'est tout ça qui me permet aujourd'hui de vous accompagner pleinement sur ce chemin de transformation. Car oui, tout ce que je vous ai décrit, je l'ai traversé moi aussi, les étapes qui se mélangent, les émotions qui débordent, les blocages qui paralysent. Mais je sais aussi une chose essentielle, c'est qu'on ressort toujours plus grand de chaque chemin du deuil, parce qu'il nous pousse inévitablement à aller vers notre vérité profonde. Le deuil, ce n'est pas un chemin linéaire, il n'obéit à aucun protocole, il marche comme un cœur blessé, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, un sourire, puis à nouveau une vague de manque qui revient, des retours soudains dans le passé. Il n'y a pas d'ordre imposé, pas de délai normal pour le régler, pas de grands ou de petites pertes, il n'y a pas de chemin singulier, parce que le deuil, c'est une intelligence du vivant et chaque partie de nous fait de son mieux pour nous garder debout. Au fond, le deuil, c'est pas vraiment une chute, c'est une métamorphose. On ne passe pas à autre chose, on devient autre chose, plus conscient, plus sensible, plus vivant
Et cette étincelle, c'est la preuve que la vie n'a pas dit son dernier mot. Puis un matin, sans qu'on sache dire pourquoi, on respire un peu plus large. Un sourire apparaît, une envie renaît. Fragile, mais là. On réalise alors une vérité puissante, on peut continuer d'aimer ce qui a été perdu tout en s'autorisant à vivre encore. On ne trahit pas, on honore, parce que l'amour ne s'arrête jamais, il se transforme, il nous transforme. Si aujourd'hui vous êtes encore dans la tempête, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à aller vite, vous n'avez pas à tourner la page, vous avez le droit de prendre votre temps. La vie revient toujours, pas comme avant, mais parfois plus vraie, plus alignée, plus essentielle. Traverser un deuil, c'est découvrir un courage insoupçonné, c'est comprendre que même dans la perte, il existe des renaissances. Alors gardez cette certitude avec vous, ce que vous avez aimé continue de vous porter, la vie est déjà en train de revenir vers vous. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi et comme toujours, je vous invite à garder votre libre arbitre sur tout ce qu'on a dit et de garder que ce qui résonne pour vous. Encore une fois, je ne partage ici aucune vérité absolue, mais seulement des clés issues de mes expériences et de mes accompagnements. Si vous avez envie d'aller plus loin dans la compréhension de vous-même, dans la transformation, si vous traversez des périodes de doute, de deuil, de flou, de questionnement ou simplement envie de reprendre le pouvoir dans votre vie, je vous invite à aller visiter mon site www.antares-thérapie.fr et vous y trouverez toutes les informations sur mes accompagnements, que ce soit en cabinet, sur Évreux ou en visio, ainsi que la possibilité de prendre rendez-vous directement depuis le site. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le liker aussi et le partager autour de vous parce qu'en plus vous likez, plus le podcast peut grandir et toucher d'autres personnes qui sont en chemin vers plus de conscience, de liberté et de choix éclairés. Je vous retrouve très bientôt le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.